je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Et pourquoi pas de penser à une flaque d'eau après un orage. Elle s'est gorgée d'une pluie agitée et elle retrouve le calme après cette agitation. Elle recouvre un trou sur le chemin de terre. Elle lisse les choses finalement. Et quand on essaie de voir dedans, c'est souvent qu'on y voit son reflet. Car sa couleur marron ne permet pas toujours de voir ce qu'il y a au fond, d'y voir clair. J'aime beaucoup le calme après la tempête, l'arc-en-ciel après la pluie, les coquillages sur la plage après une grande marée, la douceur du pain après un plat pimenté. Et parfois, il m'arrive de me questionner, de me demander ce que serait la vie si la douceur, le calme, était une permanence. Et c'est en observant les fluctuations des marées, des températures, des ensoleillements, que j'ai compris que certaines choses auraient toujours, inévitablement, des impermanences. Mais j'ai regardé comme la pierre restée de marbre face aux ouragans, comme certains arbres avaient résisté au tsunami, comme certains éléments réussissaient à rester stoïques face au déchaînement. J'ai donc comparé les hommes aux éléments, et j'ai observé qu'il y avait deux camps, les permanents et les impermanents, les calmes et les déchaînés, les zen et les énervés. J'ai choisi d'être dans le camp des zen. J'ai laissé ma propre nature se faire pierre. J'ai laissé mes racines s'ancrer, s'enraciner. J'ai laissé mon roseau plier. Et depuis que j'ai réussi à gagner le camp des zen, ma vie a changé de manière merveilleuse. C'est pourquoi, à travers les histoires que je vais vous raconter, je vais vous aider à trouver cette zénitude et cette sérénité. Pour cela, vous n'avez rien à faire, à part écouter, ou peut-être somnoler, laisser passer les messages ou les analyser. Dans un pays loin d'ici, une famille était en train de semer les cultures qui allaient les nourrir toute l'année. Ils étaient tous ensemble pour ce moment important, et ils savaient qu'ils devaient remercier les dieux avant. Oui, dans la logique des choses, on remercie souvent après avoir eu le cadeau. Mais ils savaient que les récoltes seraient meilleures en remerciant avant. C'était leur croyance. Et ils pensaient également qu'il valait mieux planter les graines en chantant, car le chant élevait leurs vibrations, et le bonheur qui se dégageait d'eux était un excellent engrais. Mais voilà qu'un jour, un Européen racheta les terres juste à côté pour cultiver du thé et l'exporter dans le monde entier. Lui ne savait pas qu'il fallait remercier avant la terre, la pluie, le soleil, la graine, la vie. Il ignorait aussi qu'il fallait chanter. Il faisait comme on le lui avait appris dans son pays. Et voilà que ses plantations de thé se révélèrent un échec. Il demanda à la famille s'il pouvait prélever un échantillon de leur terre pour vérifier si le problème venait de sa terre à lui. Effectivement, la terre était différente. La sienne n'y contenait pas de vie. À force de la retourner avec des machines, il avait tout anéanti. Il demanda à ses voisins
s'ils accepteraient de le former, car leur culture à eux était un véritable succès. Et ils commencèrent par lui apprendre à remercier. Il trouva cette coutume bien étrange, mais, puisqu'il était là pour apprendre, il se plia à leurs croyances. Il réalisa que remercier à l'avance permettait d'accueillir chaque événement comme un cadeau, de voir une sécheresse ou le gel comme une leçon de vie, permettait de trouver des solutions plus rapidement. Planter les graines dans un climat de joie permettait à la nature de trouver, elle aussi, ses propres solutions de survie et de croissance. J'ai entendu dire qu'il avait appliqué ces conseils et que depuis, ses récoltes sont très belles. Vous savez, parfois nos noms de famille ont une signification. Ils définissent un de nos ancêtres. Mon nom à moi signifie l'homme aux cheveux gris. J'aimerais vous parler de Gustave Vavit. Gustave Vavit est né dans les années 60. Il a un travail, 3 enfants, une femme, un chat et une maison, avec un jardinet suffisamment grand pour inviter des amis faire un barbecue régulièrement. Il est un peu comme tout le monde, à un détail près. Il porte 2 montres, une à chacun de ses poignets. Gustave Vavit est pressé. Il n'a pas le temps d'être en retard. C'est pour cela qu'il a 2 montres. C'est parce qu'il n'a pas le temps. Si jamais l'une d'entre elles s'arrête, il sait qu'il peut compter sur l'autre. Parce que dans la vie, tout le monde compte sur lui. D'ailleurs, il dit toujours oui quand on a besoin de lui. Et il rajoute toujours derrière son oui, vite fait. Oui, vite fait, je passerai chez toi. Gustave Vavit fait tout vite fait, car il faudrait qu'il soit à 3 endroits à la fois. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il pense déjà à ce qu'il va faire après. Quand son corps est présent à un endroit, sa tête n'est déjà plus là. Gustave a hérité ça de son père, qu'il a hérité de son grand-père. Pour être aimé, il fallait faire. Faire pour les autres, faire pour plaire. Mais un jour, Gustave Vavit, qui est pressé, arrive trop vite pour s'arrêter, quand Élise prend son temps, est en train de traverser. Il la renverse et s'arrête horrifié par l'acte meurtrier qu'il vient de commettre. L'âme d'Élise prend son temps, n'a plus de corps. Alors elle décide d'utiliser celui de Gustave en le partageant avec son âme. Les conflits internes commencent à éclater. Quand l'âme de Gustave est pressée, celle d'Élise le fait décélérer. Mais petit à petit, l'âme de Gustave comprend que la vie peut être autrement et qu'il est très agréable de prendre son temps. Et c'est ce qu'il fait. Il cesse de courir pour chasser par le temps. Il cesse de stresser. Il devient ami avec le temps. Gustave devient Gustave gourmet de la vie. Il en savoure chaque bouchée. Il est pleinement à ce qu'il fait. Il prend le temps d'apprécier chaque instant de la vie. Ce qui fait que lorsqu'un problème surgit dans la vie, il en discute avec son ami le temps, et ensemble ils trouvent des solutions. Gustave gourmet de la vie a petit à petit converti tout le monde autour de lui. Même le nom de son village a changé. Il est passé de y a pas le temps à prends le temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais en admiration devant mon grand-père pour son calme légendaire. Lui qui avait connu la guerre était pour moi un homme exemplaire,
et je me demandais souvent quel était son secret. Je n'osais pas lui demander. J'avais envie que cela vienne de lui. Peut-être attendait-il le bon moment pour me le transmettre, ou alors que je sois prête. Toujours est-il qu'un jour, alors que nous étions dans un chalet, au milieu des bois pour un week-end, j'ai été prise d'un violent mal de tête. Et nous n'avions aucun médicament pour le faire passer. Alors il m'a dit de m'allonger sur le matelas qu'il avait installé dehors, et il m'a demandé de regarder les arbres. À l'époque, je ne savais pas que la nature avait ce pouvoir calmant. Et là, mon grand-père m'a dit, « Tu sais ce que c'est qu'une migraine? C'est quand migre la haine. Tu as de la colère en toi. Il faut la faire sortir. » Je ne savais pas vraiment contre qui j'avais de la colère. Contre mes parents de nous abandonner chaque été, contre ma sœur qui avait le droit de rester, ou contre moi-même pour une raison que j'ignorais. Il m'a dit, « Imagine que les arbres ont des bras et des mains, et que tu peux déposer toute ta colère dans leurs mains. Ils la font disparaître aussitôt. C'est comme le dioxyde de carbone que tu rejettes et qu'il transforme en oxygène. Il transforme les colères en bienveillance. » Je comprenais pourquoi les gens qui vivaient en pleine nature étaient davantage bienveillants avec elle. Et alors que mon grand-père continuait à parler, les douleurs disparaissaient. « Grand-père, comment ils font les gens qui vivent en ville? » Malheureusement, ma chérie, beaucoup ont oublié le pouvoir de la nature pour les ressourcer, pour les calmer. Promets-moi que tu te souviendras toujours de mon secret. J'ai promis, et depuis la nature est devenue ma source de calme, de sérénité. Alors, que diriez-vous de donner toutes vos pensées négatives aux mains des arbres pour qu'ils les transforment en énergie positive, en vous souvenant qu'il faut les remercier avant et en leur envoyant beaucoup d'amour. Il y a quelques années, j'étais allée consulter une voyante. J'avais besoin de me sentir rassurée par rapport à mon avenir. Mais entre-temps, j'ai rencontré un thérapeute qui m'a rassurée pour toujours sur mon futur. Il a intégré en moi, avec mon autorisation, la croyance qu'il existait un plan parfait pour chacun d'entre nous, et que chaque obstacle nous permettait d'emprunter la bonne route pour arriver au bon endroit. Chaque difficulté est comme un rond-point dans la vie, qui nous donne la possibilité de prendre une autre route, plus courte, en direction de là où notre destinée nous attend. Du coup, quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a une bonne raison. Si ma fille échoue à son examen, c'est que sa voie est ailleurs, que la vie lui réservait un plus grand bonheur. Et grâce à ça, non seulement on arrête de s'inquiéter, mais en plus on accueille chaque nouvelle avec sérénité. On sait que chaque chose n'est qu'expérience pour nous faire avancer. Alors que diriez-vous de remplacer inquiétude par sérénité, énervement par zénitude? Pour cela, je vous propose d'imaginer un lieu de nature que vous affectionnez. Imaginez que vous entendez la radio dans ce lieu. Dirigez-vous vers cette radio, jusqu'à ce que vous la trouviez. Maintenant, je vous propose de faire des réglages pour pouvoir choisir la station de la zénitude. Une musique plus douce, plus tranquille. Ce sont dorénavant les fréquences que vous émettez.
vous êtes zen. Les ondes autour de vous sont zen. À partir de maintenant, vous faites partie du camp des gens qui sont zen. Et à chaque fois que vous aurez besoin de retrouver cette zénitude, il vous suffira de penser à la nature et de régler votre radio sur la bonne fréquence, la fréquence zénitude. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux, zen, serein, calme, détendu. Et voyez comme c'est agréable de pouvoir accueillir les cadeaux de la vie de cette façon-là. Je me souviens que pendant une période de ma vie, je redoutais que le facteur dépose des lettres dans ma boîte aux lettres. J'avais peur de factures, j'avais peur de remontrances. Et je vivais chaque midi une douleur à l'estomac. Je m'inquiétais de ce qui allait pouvoir arriver. Aujourd'hui, je sais que quel que soit le courrier, il a une bonne raison d'être là. Et même si parfois il m'arrive de recevoir une facture d'un montant auquel je ne m'attendais pas, je me dis que cela fait toujours partie du plan parfait, que cela est fait pour me faire évoluer, peut-être pour me pousser à avancer, au lieu de me reposer sur mes lauriers, d'aller chercher au fond de moi des ressources que je ne soupçonnais pas, comme la patience, le recul, la persévérance. Alors à partir de maintenant, quel que soit l'événement, vous allez pouvoir l'accueillir de manière calme, zen. Vous allez pouvoir sentir que vous êtes bien à l'intérieur de vous. Vous savez, quand on parle d'un endroit zen, c'est un endroit qui est souvent épuré, un endroit où il est bon de méditer. Est-ce que votre temple intérieur est un endroit zen ou est-ce qu'il est encombré? Parce que pour pouvoir créer à l'intérieur de vous cette zénitude, il vous faut l'épurer, tout comme le lieu où vous habitez. Il est important de vous débarrasser de tout ce qui pourrait vous encombrer, de garder uniquement les choses qui vous servent, parce que vous savez, sur 100% d'objets, on n'en utilise que 20%, que ce soit vos vêtements, que ce soit les ustensiles dans votre tiroir, que ce soit les livres que vous avez gardés, ou les CD que vous n'écoutez jamais. À partir de maintenant, si vous voulez être zen, il faut aussi épurer votre vie, que ce soit dans votre maison ou à l'intérieur de vous. Gardez uniquement ce dont vous vous servez et donnez tout le reste. Faites le vide autour de vous pour pouvoir ressentir ce climat agréable de calme, de zénitude et de bien-être. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité, peut-être avec l'envie de trier, de jeter, de donner, pour épurer votre vie, parce que notre maison est le reflet de notre maison intérieure. Si notre maison est rangée, cela signifie qu'à l'intérieur de nous, les choses sont ordonnées. Alors que diriez-vous de prendre soin de votre maison extérieure pour que celle à l'intérieur de vous soit épurée, calme, sereine et zen. Quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité et vous pourrez réouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant, rempli de sérénité.